Bien, bonjour à tous. Alors, c'est un peu impressionnant, vous êtes tous dans le noir. Ravi d'être avec vous, merci pour l'invitation et content de voir que la cybersécurité commence à attirer de plus en plus de monde, voilà, de venir échanger, en parler, partager là-dessus. C'est vraiment un sujet qui ne se traite pas dans un coin, c'est tous ensemble qu'on fait progresser doucement, mais sûrement la sécurité des établissements et de tout notre secteur. Alors juste en 2 mots, au ministère, il y a une petite équipe qui s'occupe de gouvernance SSI. Donc on essaie de flécher des investissements dans la cybersécurité pour les établissements. On a contribué et on coordonne les activités d'une équipe de réponse à incidents qui est située à Paris, qui peut intervenir sur tout le territoire métropolitain et outre-mer et qui est là pour aider à qualifier les incidents. Et on développe différents projets, un dont on parlera un petit peu cet après-midi, qui sont les exercices de crise, parce qu'on l'a vu avec cette vidéo qui n'est pas franchement rassurante, et pas franchement rassurante parce qu'on n'est pas dans une meilleure situation aujourd'hui qu'en 2017. Ça, c'est pas du tout arrangé, la situation est globalement à peu près identique, donc il faut se préparer à fonctionner dans un mode un petit peu compliqué, ce qu'ont dû faire les hôpitaux anglais il y a quelques années. Alors, pour en parler, on a réuni une petite table ronde. On va appeler Monsieur Cotelon, que je vois ici. Monsieur Lionel Calange, qui est directeur général du CHU de La Réunion et du GHER, et président du comité stratégique du GHT. Cette notion de GHT est très importante dans notre stratégie en termes de SSI. Et M. Rachid Dekak, qui est le président de la communauté médicale du groupement du GHT de La Réunion. Alors pour embrayer sur des données un peu plus globales, je vous présente cette courbe qui indique la progression du nombre d'incidents dans le secteur de la santé. Alors c'est une courbe un peu particulière parce qu'on est sur la courbe grise, la courbe du haut, et il faut plutôt la comparer à la courbe bleue qui est la courbe de 2020. Parce qu'en 2021, il s'est produit 3 incidents touchant des hébergeurs ou des éditeurs, des incidents techniques ou des incidents malveillants, mais qui ont un impact systémique, c'est-à-dire que tous leurs clients ont été d'un seul coup impactés. Et on a vu ces 3 pyramides apparaître, mais ce ne sont que 3 incidents. Si on compare 2022-2021, on a un doublement du nombre d'incidents. Alors ça veut dire qu'il y a effectivement plus d'attaques, la surface d'attaque augmente, tout se numérise, vous l'avez vu ce matin avec le Ségur. Et la transformation numérique donne plus d'opportunités finalement à des attaquants de chercher des failles dans les systèmes. Puis un autre point aussi, c'est que tout le monde signale beaucoup mieux ces incidents. Il y a un portail de signalement qui est sur le site de l'ANS, l'Agence du numérique en santé, et le fait de signaler des incidents est en train de rentrer dans les mœurs. Alors parfois on a encore des incidents qui sont signalés 15 jours après l'incident, mais ça nous donne une bien meilleure visibilité sur le nombre d'incidents qui touchent réellement notre secteur. Alors, les impacts lorsqu'une attaque surgit, et des attaques importantes, il y en a eu 3 ces derniers mois, Corbeil-Essonnes et celle qui a été la plus médiatisée, ce sont des attaques par rançongiciel, c'est-à-dire on reviendra un petit peu sur ce que ça signifie, mais c'est une technique d'attaque qui est la plus impactante pour l'établissement. Corbeil-Essonnes, le plan de remédiation se termine sur le premier trimestre de 2023. L'attaque a eu lieu en septembre. Au mois de mai, c'est le GHT de Verdun qui a été touché et un de ses hôpitaux, Vitry-le-François, n'a toujours pas Internet et c'était au mois de mai. Donc la reconstruction d'un système peut prendre vraiment beaucoup de temps. L'impact médiatique est tout de suite fort parce que dès que ça touche la santé, ça intéresse les médias parce qu'il peut y avoir une conséquence sanitaire, parce que ça touche les gens. On suit beaucoup moins parce qu'il y en a autant chez les concessionnaires automobiles ou la grande distribution. Mais ça ne va pas attirer l'attention de la même façon. Le secteur de la santé n'est pas particulièrement ciblé parce que s'il l'était, ce serait un carnage. Il y a aujourd'hui un certain nombre de grands CHU, de grands établissements qui ont réussi à mettre à peu près la tête hors de l'eau, qui sont à l'abri de la plupart des menaces triviales, mais il y a 3000 établissements de santé, 35 000 médico-sociaux qui suivent derrière, qui n'ont pas encore ce niveau-là. Donc la vraie démonstration que le secteur n'est pas aujourd'hui ciblé, c'est le fait qu'on n'a pas un nombre d'attaques plus important que dans d'autres secteurs. Par contre, les données de santé, parce que les pirates ont fini par comprendre
que l'hôpital public en France ou privé ne paye pas de rançon. Mais ils ont commencé à nous attaquer parce qu'aux États-Unis et en Angleterre, pendant pas mal d'années, des hôpitaux ont payé des rançons. Là-bas, ça fonctionne un peu différemment. Je suis attaqué, je paye la rançon, je porte plainte au FBI qui mène l'enquête et puis je vais essayer de récupérer l'argent d'une façon ou d'une autre et des assurances peuvent intervenir. Et en se faisant de l'argent sur le secteur santé américains, les pirates se sont dit, on va aller voir en Europe. Et une partie de notre travail, c'est de les convaincre d'aller attaquer dans d'autres pays et de nous laisser un peu plus tranquilles parce que ça ne sert à rien de faire autant de dommages en métropole et en outre-mer dans certains cas, même si les grosses attaques ont eu lieu en métropole. Alors un rançongiciel, pour ceux qui ne sont pas très familiers, c'est une application, c'est un code qui vient chiffrer l'ensemble des fichiers ou tout ou partie des fichiers, qui les rend totalement indisponibles et qui va faire dysfonctionner l'ensemble du système d'information de l'établissement, même si la quasi-totalité des attaques se font sur les systèmes bureautiques, ça finit par impacter des dispositifs médicaux qui, à un moment ou à un autre, viennent chercher des ressources informatiques sur le réseau. Ils s'authentifient aussi en tant qu'équipement sur des serveurs. Une fois que ceux-là sont chiffrés, progressivement, l'ensemble des équipements peuvent se mettre à dysfonctionner. Une attaque ne met pas à plat systématiquement tout de suite tout un établissement. Ça peut arriver, vous aurez un rétexte cet après-midi, ça peut se faire en 2, 3, 4 jours, le temps que l'ensemble du système soit contaminé. L'importance de répondre très rapidement est en partie liée à ça. Les vecteurs d'infection sont toujours un petit peu les mêmes. Il y a une très grande corrélation entre une vulnérabilité et une vague d'attaque. WannaCry, ils l'ont expliqué, il y a dans un contexte un peu particulier, il y a un outil d'attaque de la NSA qui a fuité et qui indiquait une faille dans des solutions Microsoft que la NSA pouvait utiliser pour mener des actions d'espionnage. Mais non seulement la faille a été annoncée, a été expliquée, mais le kit d'exploitation, c'est-à-dire l'outil pour exploiter cette faille, a aussi été mis en libre service, entre guillemets. Les attaques ont démarré très très vite après, bien avant que tout le monde puisse mettre à jour ces systèmes. Donc c'est une course de vitesse entre l'attaquant, lorsqu'il apprend qu'une vulnérabilité a été découverte, ou il a lui-même découvert une vulnérabilité, et puis les défenseurs, c'est-à-dire nous qui essayons de mettre à jour les systèmes plus vite que lui va dérouler son attaque. Mais il y a une corrélation forte entre une vulnérabilité et une attaque. En ce moment, il faut faire très attention aux solutions Fortinet. Je ne sais pas si vous en avez, il y a plusieurs vulnérabilités dans l'OS de Fortinet qui ont été déclarées, des solutions de messagerie Zimbra. Il y a dû avoir 50-60 attaques dans le secteur santé en métropole sur ces serveurs de messagerie. Exchange de Microsoft, on est tous en train de patcher à toute vitesse et ce n'est pas spécifique au secteur santé, hein, c'est vraiment pour tous les secteurs. Donc des failles sur les systèmes de messagerie et puis l'hameçonnage joue encore. Le facteur humain n'est pas encore complètement un point fort dans la défense. Aujourd'hui, à peu près 60% des attaques sont arrêtées par un salarié ou un agent dans l'établissement. La technologie joue beaucoup, on ne pourrait pas faire sans, mais c'est quand même la vigilance de vous en tant que professionnel de santé, en tant que personne ayant un clavier, un écran et accès à des services numériques, qui permet d'éviter le pire. Mais bien entendu, ça passe quand même quand l'hameçonnage est bien fait, c'est-à-dire quand le mail est bien conçu et puis sème ensuite un certain nombre de problèmes. Donc c'est un aspect stratégique. La transformation numérique dont on a parlé ce matin, elle ne peut pas se faire sans une sécurité numérique. Ça va avec, la confiance va avec, ça a été évoqué ce matin. Donc une sécurité numérique est un volet de la transformation numérique qui touche le secteur de façon très, très complète. Mais le constat reste plutôt alarmant. Les pratiques informatiques ne sont pas encore complètement bien maîtrisées, les bonnes pratiques. Un grand classique aujourd'hui, et c'est ce qui est arrivé a priori à Corbeil-Essonnes, un télémainteneur qui se connectait via un tunnel sécurisé sur l'établissement, mais depuis son PC perso, qui était compromis depuis probablement un certain temps, et l'attaquant a vu tout à coup un tunnel s'ouvrir, sécurisé, et il arrivait dans le système d'information de l'hôpital. Personne ne pouvait le voir, c'était un accès autorisé. Voilà, ce genre de problème, des informaticiens peuvent faire l'erreur, vous pouvez faire l'erreur, donc l'étanchéité entre pro et perso est un élément très important. Les équipes en sécurité restent souvent trop sous-dimensionnées.
et d'autant plus qu'il y a une très grande hétérogénéité des applications. Si je reste sur l'exemple de Corbeil-Essonnes, si je me trompe, il devait y avoir à peu près 250 applications différentes qui tournaient sur le GHT. Une équipe d'une dizaine de personnes ne peut pas gérer efficacement les mises à jour, la sécurité, le bon fonctionnement d'autant de systèmes. Donc ils se concentrent uniquement sur l'efficacité, sur le fait que le système marche, et ils finissent par oublier certaines règles de sécurité qui viendraient finalement compliquer le fait qu'ils essaient déjà de faire marcher tout ça. Ils n'étaient pas assez nombreux. Et puis, pour terminer, les solutions logicielles que nous achetons, et ce n'est pas encore spécifique uniquement spécifique à notre secteur de la santé, sont très vulnérables. Il y a un grand RSSI d'un grand groupe du CAC 40 qui parlait il y a quelques semaines dans une conférence de l'industrie de la médiocrité en parlant de l'industrie logicielle. C'est une rare industrie qui se permet de vous vendre des logiciels avec des failles, avec des vulnérabilités. On se dit, il y aura des mises à jour et puis c'est vous qui allez les mettre en place. Et c'est comme ça dans le contrat. Si le secteur automobile fonctionnait comme ça fait longtemps qu'on n'achèterait plus de voitures. Alors on roulerait peut-être un peu mieux à La Réunion, mais ça poserait quand même d'autres problèmes. L'industrie logicielle fonctionne comme ça. Elle compte sur vous pour mettre à jour et patcher en permanence les solutions. À un moment ou à un autre, il faudra prendre les choses en amont. On a parlé ce matin du programme SONS. Et dans le programme SONS, il y a un montant important de l'ordre de 60 millions d'euros qui va être consacré à définir justement des exigences de sécurité que les éditeurs dans votre secteur devront respecter pour pouvoir justement mettre le logo. Ils vont être accompagnés pour pouvoir monter en sécurité sur leurs applications. Voilà, j'en ai terminé et je vais passer à vous, messieurs. Du coup, avec quelques questions. Voilà, c'était un panorama un peu global, un peu national. Je vais commencer par vous, Monsieur Cotelon. Voilà, vous êtes arrivé récemment, vous êtes sur une île. Est-ce que vous avez le sentiment qu'être sur une île, comparé aux établissements en métropole, vous met un petit peu à l'abri des risques numériques? Est-ce que le caractère insulaire de la Réunion nous protège, c'est ça? Ouais. Je crois que ça ne nous protège de rien du tout. Est-ce que le caractère insulaire nous a protégés de la pandémie? Je pense qu'il faut considérer la sécurité du système d'information et les attaques dont il fait l'objet un peu comme une pandémie mondiale. Hein? Ça concerne tout le monde. Et donc, en revanche, nous sommes peut-être, si le jour il y a une vraie attaque de notre système d'information en santé, nous sommes peut-être plus gravement impactés que d'autres, parce que nous sommes éloignés des grandes métropoles. Si les hôpitaux ne fonctionnent pas à La Réunion, c'est compliqué de transférer les patients comme ça, du jour au lendemain, comme ça s'est passé dans l'Essonne, dans les hôpitaux parisiens. Même le simple fait d'avoir en renfort des équipes SI qui viennent vous aider à gérer cette situation de crise, c'est caractère insulaire. Le fait que nous soyons un peu isolés, je considère que c'est un élément de fragilité dont il faut tenir compte, ce qui nous oblige à mettre un accent encore plus fort que d'autres sur la cybersécurité. Monsieur Calange, Monsieur Descaques, vous partagez ce sentiment que finalement Internet arrive à La Réunion, les attaques arrivent par Internet. Est-ce que du coup vous ressentez une certaine vulnérabilité liée à l'éloignement de la métropole ou au contraire un sentiment un peu de sécurité, peut-être un peu fausse? Bonjour à toutes et à tous, je suis complètement évidemment en phase avec le diagnostic du directeur général de l'ARS. La cybercriminalité ne s'arrête pas aux frontières, de même que le Covid ne s'est pas arrêté aux frontières, évidemment. Et j'ai envie de dire, on a autant de risques que les autres au niveau de la métropole d'avoir une cyberattaque, et on a plus aussi d'exposition dans la manière de gérer le risque du fait de notre insularité. Et on est exposé à ce risque directement et indirectement dans les établissements de santé du GHT. Alors le GHT, en quelques mots, tout le monde ne le connaît peut-être pas. Évidemment, on travaille de plus en plus ensemble au sein des hôpitaux publics réunionnais, comme en métropole. Le CHU de La Réunion, dont je suis le directeur, et l'établissement support. On travaille évidemment
en filière avec le CHOR, le PSMR et le GHER. En 2 mots, le GHT, c'est 12 000 professionnels médicaux et non médicaux, un budget de 1,2 milliard d'euros, donc effectivement une surface d'attaque, comme vous disiez, pour reprendre votre propos, très importante. Et les hôpitaux, comme vous le disiez également, ont augmenté leur dépendance numérique au fil des années. Et donc évidemment, il y a un risque direct, parce qu'on a des services numériques externalisés. Je prends par exemple un exemple, je ne vais pas faire de la publicité, mais Microsoft Office 365, je crois pouvoir dire que tous les hôpitaux, ou presque, de France et de Navarre en sont dotés. Il y a de plus en plus aussi, et là c'est un effet insulaire, d'interconnexion entre les établissements du GHT, entre nous. On a fait un choix fort il y a quelques années, on est en train de le déployer, et le docteur Descaques connaît très bien ce sujet. On est en train de choisir un DPI, dossier patient informatisé unique à l'échelle du GHT. On a fait le choix d'unifier la filière administrative entre tous les hôpitaux avec un prestataire qui a été choisi. Et puis on est aussi très dépendant à l'échelle de la zone océan Indien, puisqu'on a une responsabilité vis-à-vis de Mayotte. Juste un chiffre, Mayotte c'était 400 EVASAN il y a 10 ans. Aujourd'hui c'est 1500 évacuations sanitaires avec des postes médicaux partagés, des outils de télémédecine puisqu'on soigne de plus en plus de patients de Mayotte à distance. Et on a aussi une intrication très forte avec les autres hôpitaux des établissements de santé de la zone océan Indien avec lesquels on est en coopération. Il y a également aussi un facteur qui est important, c'est que de plus en plus nos systèmes sont liés à nos prestataires de services, évidemment via la télémaintenance, nos personnels, de plus en plus, alors pas de plus en plus, mais on a de fortes incitations à développer du télétravail, la prise de rendez-vous numérique par les patients, puisqu'effectivement c'est l'hôpital de demain, ça va être des rendez-vous qui sont pris en ligne, et donc évidemment, dans un contexte où l'hôpital il a 100 applications, métiers différentes, on est très très exposé. Indirectement aussi, ça s'est passé au moment du Covid, c'est nos chaînes d'approvisionnement, les médicaments, les dispositifs médicaux, qui peuvent être impactés par une cyberattaque. Donc, un cybercriminel qui est confortablement installé au fond de son salon, parce que le simple fait qu'il a un accès à Internet, il peut nous attaquer tranquillement, en toute impunité. Et évidemment, je pense que l'insularité, comme l'a dit notre directeur d'ARS, est une fragilité supplémentaire à intégrer dans le dispositif. Merci pour ce commentaire. Monsieur Descaques, sur un œil plus métier, quel scénario vous imaginez si un incident majeur touchait le GHT et qu'il fallait l'isoler d'Internet, il fallait confiner l'établissement? Quel scénario vous pouvez imaginer ou comment vous verrez les choses se dérouler dans ce cas de figure? Merci. Juste pour revenir sur l'insularité, effectivement, la formule loin des yeux, loin du cœur s'applique pas pour la cybercriminalité. Et ça pèse pour le chiffre d'affaires, il est évalué à 1000 milliards de dollars. En comparaison avec la drogue, c'est 150 milliards de dollars. Donc, on s'intéressera à nous de toute manière et on continuera à s'intéresser à nous. Sur la question en cas d'attaque, demain, c'est quoi l'impact en fait? En cas d'attaque, il faut savoir qu'on a construit les hôpitaux sur un système d'information ces 30 dernières années. Toutes les organisations sont informatisées, tous les process sont informatisés. Imaginez, demain matin, tous les ordinateurs sont bloqués. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une désorganisation totale de la santé et du système de soins. Donc, les patients, les urgences vont être perturbées, donc ils ne vont pas être pris en charge, ou il y aura du retard de prise en charge. Les rendez-vous, ils ne vont pas être pris ou honorés. Ce que disait M. Calange tout à l'heure, la prise de rendez-vous maintenant, elle est informatisée. Il y a de l'hétérogénie, les prescriptions, l'accès aux données des patients, on ne va pas les avoir, que ce soit les hospitalisés, que ce soit les nouveaux. Pour les patients, il y a un gros risque majeur. Il y a eu des décès en Allemagne, par exemple, à cause de la cybercriminalité. Le matériel biomédical, tout est basé sur l'informatique, l'accès à l'imagerie, la biologie. C'est vraiment ce qu'on a vécu avec la Covid, ce n'est rien du tout. Puis après, il y a la partie image de l'établissement ou des établissements.
le risque juridique pour les établissements, la vente des données de santé des patients sur le dark web, tout ce qui est escroquerie. Tout ça peut être engendré par une attaque pour les établissements. Après, on parlera des coûts. On s'y connaît encore pour la reprise des données, pour la perte de prise en charge pour les patients, et puis les rançons, s'il y a rançon à payer. Voilà. Oui, les scénarios peuvent être assez sombres. Monsieur Calange, comment vous jugez, alors la question est un peu subjective, mais comment vous jugez le niveau aujourd'hui de sécurité ou la capacité de défense aujourd'hui des établissements du GHT? Alors, je ne vais pas rentrer dans notre niveau de préparation, notre niveau de sécurité, parce que je serai conduit à vous divulguer des informations confidentielles et notre RSSI qui est ici présent, Stéphane Duchesne, me gronderait très légitimement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est certain que le risque il va se matérialiser un jour. Il y a effectivement un doute sur quand il va arriver, on s'y prépare évidemment. On est un peu moins bien préparé, de toute évidence, que certains grands CHU au niveau national. On est un peu mieux préparé que d'autres établissements qui sont peut-être moins matures que nous dans cette démarche. On a fait le choix au niveau du GHT d'avoir un RSSI de GHT en 2020, suite à un audit de sécurité des systèmes d'information qui a été demandé par notre agence de santé en 2020. Donc j'ai envie de vous dire, en termes de menaces, de risques, préparation, on est un peu moins bien préparé que certains CHU, sans doute un peu mieux préparé que d'autres établissements, mais effectivement, on est certain que le risque il va se matérialiser un jour ou l'autre de toute façon. Monsieur Cotelon, vous partagez, voilà, vous êtes là depuis quelques mois. Est-ce que vous avez pu vous faire aussi une idée, en tout cas de la prise de conscience, de l'importance qu'a cet aspect de sécurité numérique sur l'île? Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Je serais moins pessimiste que Lionel. Quand je compare avec d'autres territoires, La Réunion n'est pas si en retard que ça. Nous sommes même un peu en avance. On a probablement bénéficié du fait qu'en 2014, on a été dans l'expérimentation territoire de santé numérique, territoire numérique, je ne sais plus, SN, santé numérique. On a quand même eu, Lionel l'a dit, un audit de cybersécurité sur le groupement hospitalier de territoire. Ça, c'est un élément important qui est le point de départ de toute cette démarche de sécurité qui permet de mettre en place un plan d'action pluriannuel qui est partagé par tous les acteurs, qu'ils soient hospitaliers, mais aussi par les experts de Thésis. Il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de prestataires qui ont été identifiés pour venir en aide aux établissements en cas d'attaque sur les réponses à apporter, mais aussi être à leur écoute quand ils identifient eux-mêmes un certain nombre de difficultés. Et puis, il y a, comment dirais-je, la mise en œuvre de ce comité régional de sécurité des systèmes d'information, ce CRESI, qui a vocation à réunir tout le monde autour de cette thématique. On partage tous les trois la fragilité que représente le caractère insulaire de la Réunion, c'est-à-dire en termes d'impact pour les patients. Nous sommes dans un GHT avec un système d'information qui a vocation à être partagé par tous les établissements. Donc ça veut dire que le jour où il y a une attaque, pratiquement tous les hôpitaux publics seront concernés par cette attaque et seront peut-être en difficulté de fonctionnement. Donc le sujet de la sécurité est vraiment un sujet, et je me félicite de ça. J'arrive sur un territoire où je me rends compte que c'est une préoccupation qui est partagée, et c'est heureux. Et donc moi, mon rôle en tant que directeur général de l'ARS, c'est d'accompagner ce mouvement, de donner les incitations nécessaires pour qu'on aille le plus loin possible dans la protection de notre système d'information à La Réunion.
Merci, effectivement. L'aspect prestataire, on le voit beaucoup, c'est une expertise, la cybersécurité, surtout quand il s'agit de répondre à un incident. Alors vous avez la chance à La Réunion d'avoir ce type d'experts, mais effectivement la complexité de certaines attaques peut nécessiter le fait de ramener des équipes de l'ANSSI, par exemple, ou du CERT Santé ou d'autres prestataires. Et là, évidemment, l'éloignement pourrait compliquer un tout petit peu les choses. Vous partagez cette vision, en tout cas sur le plan d'action, avec vos deux visions complémentaires, messieurs Calland, monsieur Descaques, sur les actions menées, les mesures lancées? Oui, on s'y prépare effectivement. Alors, c'est pas parce qu'on n'avait pas de RSSI avant 2020 qu'on ne s'y préparait pas. Il y avait des actions qui étaient menées par nos directions des systèmes d'information. Le nouveau, c'est quand même qu'on a réussi à identifier du temps dans toute la mise en œuvre de nos démarches informatiques, de convergence des systèmes d'information, du temps dédié à la sécurité des systèmes d'information. Donc il y a eu cet audit. Il y a des budgets également très conséquents dans les établissements aujourd'hui coordonnés à l'échelle territoriale pour effectivement dans tous les projets de systèmes d'information, il y a un référent sécurité des systèmes d'information, il y a des budgets qui sont dédiés et il y a une démarche des établissements du GHT qui s'appuie sur 4 volets majeurs que je vais citer. Le premier, c'est la protection des systèmes. On a des solutions de sécurité qui sont en train d'être uniformisées sur tous les établissements du GHT, CHU, CHOR, PSMR et groupement hospitalier de Est-Réunion. Il y a également un centre de sécurité opérationnelle qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui assure la détection et la remédiation des incidents qu'on connaît, puisqu'on a connu aussi des attaques de type rançongiciel. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à prononcer. Et donc on a ce centre de sécurité opérationnelle qui y travaille. La résilience de nos systèmes également est une réalité, puisqu'on a travaillé sur des process de gestion de crise et de continuité informatique. Et enfin, on est en train de travailler sur des plans de continuité d'activité, parce qu'évidemment, ces aspects de sécurité des systèmes d'information, ce n'est pas l'apanage du RSSI, responsable des sécurités des systèmes d'information, ce n'est pas l'apanage de la direction générale, même si on est très impliqué et on coordonne ces plans de continuité d'activité, c'est l'affaire de tout l'hôpital. Et donc, il faut qu'on mobilise évidemment les référents métiers, les directions fonctionnelles, les communautés médicales et soignantes qui sont très très impliquées dans ces aspects, et bien sûr la direction générale des établissements et les présidences de CME, la présidence de CMG est en première ligne sur ce dispositif. Donc effectivement, on a connu des attaques, je ne vais pas rentrer dans leur nature, mais on a réussi à les juguler, à les réguler. Et évidemment, on a un plan autour de 4 dispositifs très précis au niveau du groupement hospitalier de territoire. Oui, c'est très intéressant, parce que de ce que je peux voir à l'échelle nationale, vous avez quand même une avance assez importante sur cette convergence et sur les moyens que vous mettez au niveau SSI pour que tout ça se sécurise. Et à mon sens, vu d'un petit peu loin, c'est déjà un acquis très très important. Monsieur Descaques, si vous voulez Oui, compléter. effectivement, ce que disait Lionel, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Hein. C'est pas parfait, mais beaucoup de choses ont été faites. On a un plan qui est alliant l'organisationnel, l'humain et puis le technique. L'organisationnel, il y a une description de processus, formalisation des pratiques, une définition de procédures et d'écrits. Il y a un audit qui a été réalisé, financé à l'époque en 2019 par l'ARS. Il y a d'autres audits de sécurité qui arrivent. Le côté humain, c'est la sensibilisation des utilisateurs, la formation à la cybercriminalité des informaticiens et surtout faire converger le système informatique, le système d'information et surtout la partie biomédicale, parce qu'aujourd'hui la fragilité, elle est souvent côté matériel biomédical. Il y a du retard, il y a des mises à jour non faites dans tous les établissements et le parc du matériel biomédical, il est tel que la fragilité, elle réside dans cette partie. Et surtout que maintenant, tout est connecté, de la pompe à insuline jusqu'à la prescription de la biologie ou de la radiologie ou de la prescription médicale.
Puis la partie technique, c'est une affaire d'experts, je ne vais pas me prononcer. Oui, je partage votre constat sur les fragilités de tout ce qui est biomédical financé par l'ANSSI dans le cadre de France Relance. Il y a tout un projet de recherche de vulnérabilité sur des dispositifs biomédicaux. C'est soutenu par les hôpitaux lyonnais pour justement essayer d'un peu mieux comprendre les failles qui pourraient être exploitées. Donc ça va être un projet qui va durer sur 2023 et qui permettra en tout cas d'avoir une vision plus objective, plus factuelle des risques qui portent sur ces équipements. Les industriels, les éditeurs derrière ces équipements sont très difficiles à faire bouger, ceci dit. Ça, c'est une autre histoire, et là, vous aurez de longues négociations, je pense, devant vous. On va enchaîner. Je vous propose de rester là, si vous le souhaitez, parce qu'il va y avoir un petit jeu. Et après le jeu, et c'est un jeu qui va être animé par Guillaume Laudière de Orange Cyberdéfense. On terminera la session avec un ensemble de questions-réponses et vous aurez certainement quelques réponses sur quelques réponses à apporter à la salle. Alors le jeu est relativement simple. Ça commence avec le fait d'avoir un téléphone portable. C'est pas l'étape la plus complexe, je pense. Et vous allez voir apparaître, lorsque Guillaume se sera connecté, un QR code. Alors si vous avez pas mis à jour votre téléphone depuis 10 ans, ce qui serait une grave erreur, dans toute mise à jour aujourd'hui, il y a systématiquement des mesures de sécurité intégrées. Vous aurez une URL que vous pouvez rentrer dans votre navigateur si la connexion se fait plus facilement comme ça. Renseignez votre nom et prénom. Alors moi je suis toujours un peu parano, j'ai toujours mis un pseudo sur ce genre de truc, donc vous mettez un pseudo, vous mettez ce que vous voulez, mais à l'issue du jeu, il y aura les 3 personnes ayant le score le plus intéressant seront félicitées, donc nom, prénom ou pseudo, et la réponse se fait bien évidemment par le téléphone. Guillaume, je te laisse. Bonjour à tous, je vais vous faire passer donc un petit challenge. Vous avez tous le permis, j'imagine, vous avez tous passé votre code, et bien on va faire la même chose, mais ça va être le code de la cybersécurité. 5 petites questions. Voilà, c'est un exemple d'animation que l'on fait de manière assez régulière. 2 solutions, soit vous tapez le kahoot.it avec un ID qui est présenté ici que vous tapez, ou soit vous scannez le QR code directement et vous retrouverez directement sur le site d'enregistrement. Et je peux déjà voir ici, hop, que les personnes s'inscrivent et s'enregistrent. Donc je vais pouvoir suivre vos réponses. Il y a un petit challenge parce qu'il y a un score qui est enregistré. Et on va bientôt commencer. Je laisse encore 30 secondes avant de passer à la suite. Donc le principe du jeu est très simple, c'est comme le code. Vous allez avoir une question de mise en situation. Vous aurez à peu près 45 secondes, 1 minute pour répondre. Vous aurez 4 possibilités. Il n'y aura qu'une seule bonne réponse. Il faut trouver la bonne réponse. J'attends encore un petit peu, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent, le seul temps que le système vous identifie. Et on va commencer pour la première question, comme je disais. Donc ça, c'est les explications de texte. Vous avez la question, vous avez les possibilités. Vous avez à chaque fois des petits symboles qu'il va falloir retrouver sur votre téléphone. Donc il faut trouver le bon symbole. Et vous aurez effectivement les 45 secondes pour répondre. Nous allons commencer avec la première question. Première question, vous avez plein de mots de passe à retenir. Qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez un fichier Excel pour pouvoir les stocker et les retrouver facilement sur votre bureau, réponse A. Vous utilisez toujours le même mot de passe partout parce que c'est plus simple de les retenir ainsi. Vous avez un coffre-fort de mots de passe, on a plein d'outils mais le plus connu est KeePass.
ou vous avez votre mot de passe sur un post-it que vous mettez sous votre clavier. J'ai oublié de démarrer, je m'en excuse. Vous allez avoir la question. Petit problème de synchro, désolé. Si je ne vous permets pas de répondre, ça va être un petit peu difficile. Voilà, donc là maintenant, vous avez la question qui va arriver et vous allez pouvoir effectivement répondre à la question. Vous avez le temps de réfléchir, de... Voilà. Non, c'est moi qui... Non, c'est question 1. Vous avez plein de mots de passe à retenir. Normalement, vous avez la question... c'est la slide 2, mais c'est la première question. Vous vous occupez pas effectivement de la numérotation. Vous êtes sur le bon système. Et vous êtes 44 à avoir répondu, vous êtes 45 à avoir répondu, donc je vous ai bien ici en direct. Alors justement, que faire dans cette situation? C'est là qu'on va retrouver plein de mauvaises pratiques. Vous avez dû identifier. Il reste encore 14 secondes avant d'avoir les résultats. Alors, techniquement, ici, je pense que tout le monde a compris la bonne réponse. La réponse, c'est effectivement d'avoir le coffre-fort de mots de passe. C'est ce qui permet de protéger au moins vos secrets en ayant l'ensemble de vos informations qui sont stockées dans un élément qui est protégé et chiffré. Les autres solutions pourraient faire sourire, pourraient sembler évidentes, mais c'est des pratiques que l'on retrouve énormément. Je reviens dans les explications de tout à l'heure, hein, la faille est humaine, un mot de passe qui traîne, eh ben, c'est effectivement une information qu'on va pouvoir retrouver facilement, que des pirates vont pouvoir retrouver facilement. Nous allons passer à la question suivante. Question suivante. Vous devez transmettre un dossier d'un patient à un autre professionnel de santé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lui envoyez tout le dossier par mail avec pour seul destinataire son adresse professionnelle, de gré à gré. Vous lui transmettez les informations nécessaires par messagerie sécurisée, donc le MMS, hein, messagerie sécurisée de santé. Vous attendez de le rencontrer, de le croiser pour lui donner ces informations potentiellement via à l'oral, hein, ou via une clé effectivement USB, ou vous lui transmettez des informations par WhatsApp, parce que c'est l'habitude que vous avez avec lui d'échanger l'ensemble des données par cette messagerie. Donc là, on retrouve là encore des possibilités, je dirais, quotidiennes d'activités et d'échanges. Il y a des choses ici qui sont plus sécurisées d'autres. Et on a effectivement la bonne réponse qui est la transmission et l'utilisation par défaut de la messagerie sécurisée de santé. C'est effectivement, vous avez à peu près tous bien répondu. Il y a une personne qui a répondu effectivement l'utilisation de WhatsApp. Là encore, je dis, ça peut faire rire. Vous avez conscience des bonnes pratiques de sécurité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On voit des échanges de données sensibles via des outils WhatsApp Messenger. Et ça, c'est effectivement une problématique de connaissance des utilisateurs qui ne pensent pas que ça puisse poser de problème. C'est comme des gens qui prennent leur carte bleue et les mettent en photo sur Internet. Ça peut vous faire sourire, mais pour certains, c'est logique. C'est cette logique-là que l'on doit effectivement combattre. Question suivante. Pour enchaîner. C'est un certain Gabriel qui est en tête pour le moment, parce qu'il y a un système de score. J'ai oublié de le prévenir. Question suivante. Question suivante. Vous vous baladez dans un hôpital, établissement de santé, et vous trouvez une clé USB par terre. Quel est votre réflexe? Qu'est-ce que vous faites? Vous la ramassez et vous la connectez sur l'ordinateur, parce que vous êtes gentil, vous voulez retrouver le propriétaire, et donc vous regardez bien interdimment dans tous les fichiers de la clé USB. Vous la laissez par terre parce que c'est pas la vôtre. Vous l'emmenez la DSI à votre équipe sécurité, à votre prestataire informatique pour pouvoir la faire vérifier dans des bonnes conditions, ou vous la ramassez parce que vous voulez la réutiliser, donc vous la formatez et vous la réutilisez par la suite. Là encore, vecteur d'attaque très particulier hein, des pirates aujourd'hui. Par exemple, en Australie, les pirates envoient directement les clés USB par la poste. Donc les gens arrivent, ils vont voir leur courrier, et puis ils trouvent une clé USB en disant « Ah chouette, j'ai gagné », branche la clé USB sur le PC, et il y a un ransomware, et ils perdent tout.
Donc c'est là encore des attaques que des pirates utilisent. Vous êtes 40 à avoir répondu bien, et il y a 6 personnes qui ont tendance à laisser la clé USB par terre. Alors, ça peut être effectivement un bon principe, mais dans une entreprise, vous n'êtes pas forcément les seuls. Vous allez avoir des bonnes pratiques, mais pas forcément les autres. Le fait de protéger, finalement, de prendre la clé et de l'emmener à la DSI, va protéger tout le monde. Celui qui trouve la clé USB qui a la mauvaise pratique, il va la connecter et ça va être trop tard. Donc, il faut aussi penser à se protéger soi, mais aussi protéger la structure. Et ça, c'est très, très important. Question suivante, avant-dernière question. Dernière question. Hop. Vous êtes sur votre messagerie, vous ouvrez une pièce jointe et ceci s'affiche. Potentiellement, c'est un ransomware et c'est à ça que peut ressembler un ransomware. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Vous déconnectez votre ordinateur du réseau informatique, et quand je dis déconnecter, c'est le Wi-Fi et le réseau filaire. Vous prévenez le service informatique tout de suite. Vous redémarrez votre ordinateur, ou alors vous déconnectez votre ordinateur du réseau et vous prévenez le service informatique. Et donc là, le ransomware explique qu'il a chiffré l'ensemble de vos données. Celui-ci, il est un petit peu sadique parce qu'en fait, toutes les heures, il supprime une donnée de manière itérative. Donc un fichier, puis 2, puis 4, puis 8, 16, 32, 64, et ainsi de suite. Si vous faites rien, quoi qu'il arrive, au bout de 72 heures, vous n'aurez plus de données sur votre ordinateur. Donc on vous oblige potentiellement à payer. Dans les réponses, j'ai 31 réponses sur la réponse effectivement verte, qui est effectivement la bonne réponse. Et j'ai quand même 10 personnes qui préviennent le service informatique et 4 qui déconnectent leur ordinateur. Je vais faire une analogie. Vous êtes dans une salle, vous voyez un feu de poubelle. Qu'est-ce que vous faites? Dans la pratique, ceux qui ont répondu « je déconnecte mon ordinateur du réseau », c'est potentiellement ceux qui vont prendre l'extincteur pour l'allumer. Ceux qui préviennent le service informatique, c'est ceux qui vont laisser la poubelle brûler et qui vont s'enfuir en alertant. Finalement, quand on réagit face à cette situation, on est sur 2 actions prioritaires qui vont être la protection et l'alerte. Et c'est là où on va être le plus efficace. On va à la fois prévenir le danger effectivement qui s'étende. On va effectivement prévenir que le ransomware s'exporte sur d'autres machines en déconnectant la machine. Et on va se prévenir, parce que c'est peut-être déjà trop tard, il y a peut-être d'autres ordinateurs qui ont été infectés, le feu a peut-être commencé à se propager sur d'autres zones, et en alertant, l'équipe sécurité va pouvoir limiter la catastrophe. Et c'est la problématique en sécurité informatique, c'est qu'on est toujours limité à « je me protège, moi », sans forcément aller plus loin sur l'alerte et la protection globale de la structure. Et c'est des choses qu'on a tendance à oublier quand on parle de sécurité informatique. Ce qui nous amène sur la dernière question, et après je ne vous embête plus. Sur la dernière question, donc vous avez un membre de votre équipe qui a besoin d'accéder à votre ordinateur pour pouvoir faire une impression. Comment vous réagissez? Donc la question va arriver chez vous. Vous lui donnez votre mot de passe en disant « tiens, connecte-toi et tu fais ton impression » tranquillement. Vous ne préférez pas lui donner votre mot de passe et donc vous lui demandez une clé USB sur laquelle il va pouvoir vous déposer les documents et vous allez pouvoir lui donner. Vous ne communiquez pas votre mot de passe et vous lui imprimez vous-même les documents, ou vous lui donnez votre mot de passe avec plaisir. De toute façon, vous allez pouvoir le changer après sans souci. Donc là, situation un peu moins commune, effectivement, on a une raison assez simple de vouloir accéder à un système d'information pour faire des impressions. Le partage, on est entre nous, entre collègues, on peut être dans une situation de confiance, mais on ne sait pas forcément comment ça peut se passer. Bon, vous avez tous bien répondu, on est effectivement sur la situation de quoi qu'il arrive, on ne communique pas son mot de passe, c'est un peu comme votre numéro de carte bleue, et vous, effectivement, vous facilitez le processus d'impression. Ce qui nous amène au résultat final avec le podium que je vais afficher. Donc Bib, effectivement, en 3e position, Cécile en 2e, et notre premier joueur est Mika Deo, qui est dans la salle, peut-être ici. On félicite effectivement pour votre participation. Et je vais redonner la main à Stéphane.
pour la suite de la conversation. Pour la suite, il faut juste switcher d'écran, Alice. Super, merci. Et la zapette. Merci. Je vais passer à un rapide film Nouveille. Avant, s'il vous reste du temps, Monsieur Cotelon, pour présenter le label Nouveille. Sinon, j'ai un backup au pire. Je lance la vidéo. Il était une fois un hôpital. Tout allait bien quand soudain les ordinateurs cessèrent de fonctionner. La téléphonie se trouva hors service, les appareils médicaux ne répondirent plus, les soignants n'eurent plus accès aux dossiers des patients ni au planning des opérations. L'hôpital s'était fait cyberattaquer. Résultat, le personnel utilisa les moyens du bord pour continuer de fonctionner à minima. On transféra des patients vers d'autres établissements. Et oui, comme pour une crise sanitaire. Ce scénario catastrophe n'a rien d'une fable. Il peut arriver demain dans des cliniques, des cabinets libéraux, des EHPAD et des établissements médico-sociaux. Heureusement, cela peut être évité, en commençant par adopter tous ensemble des règles d'hygiène informatique simples. Ne cliquez pas sur des mails suspects provenant d'expéditeurs inconnus, offres alléchantes, demandes urgentes, fautes d'orthographe. Utilisez un mot de passe unique composé de chiffres, lettres et caractères spéciaux. Ne mélangez pas votre environnement personnel et votre environnement professionnel. Smartphone, chat. Utilisez le bon support pour communiquer la bonne information à la bonne personne, comme la messagerie sécurisée de santé. Ce qu'il faut retenir, en informatique comme en médecine, il y a des règles d'hygiène à respecter. C'est le message que souhaite faire passer Nouveille, le label régional de la cybersécurité en santé. Chacun doit être vigilant pour relever le défi de la cybersécurité en santé et le label Nouveille porte bien son nom. Nouveille signifie « nous gardons l'œil ouvert ». Un label porté par les acteurs de santé de La Réunion. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nouveille.re. Donc, depuis ce matin, hein, vous pouvez avoir accès à nouveille.re pour ceux qui ont le smartphone. Vous pouvez l'essayer. Donc, comme vous l'avez vu dans cette présentation, c'est un label. Ce label est un gage de sécurité au niveau régional qui est porté par l'ARS, par l'assurance maladie, par le GCSTESIS. Dans les éléments, dans les atouts de notre territoire, hein, j'ai oublié de dire que nous avons une offre régionale de sécurité de système d'information qui est portée par TESIS. C'est un sujet, c'est un élément important parce que tous les établissements ne sont pas de la taille du CHU, ne sont pas en GHT comme le CHU avec le CHOR, avec le PSMR, le GHER. Il y a aussi des petits établissements qui sont des petits établissements médico-sociaux et qui peuvent bénéficier de cette offre portée par le GCSTESIS. Donc je reviens à Nouveille. C'est un label de sécurité développé ici à La Réunion, qui est supporté par des experts qui sont logés à TESIS, des experts dans le domaine de la cybersécurité, des experts dans le GPD. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, basé aussi sur un certain nombre de prestataires qui sont là pour accompagner les adhérents et répondre à un incident de cybersécurité. Cela sera basé aussi sur une campagne d'affichage que l'on qualifie d'incisive. C'est une campagne de sensibilisation à ce sujet de cybersécurité avec les slogans que je vous laisse lire. Hein. Laissez entrer un intrus dans un bloc opératoire, quelle idée, et sur votre ordinateur, on peut en parler. Utilisez plusieurs fois la même seringue, quelle idée, et votre mot de passe, on peut en parler aussi. Un pique-nique dans le bloc opératoire, quelle idée, et le mélange entre vie professionnelle, vie perso, on en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un certain nombre par méconnaissance, hein, de professionnels qui, quelquefois, transfèrent des mails de leur ordinateur perso vers
le professionnel et vice-versa. Tout ça ne répond pas aux critères de sécurité. Donc, c'est un écosystème complet, hein, comme... c'est un écosystème complet qui est à la disposition des acteurs avec ce label sécurité, des experts, une prestation, une campagne de sensibilisation avec des slogans un peu chocs, mais aussi serious game, des jeux sérieux. Vous pouvez avoir accès dans le cadre de ce forum pour voir si vos connaissances en la matière sont à jour. C'est à l'image du jeu qui vient de vous être proposé. Voilà ce que je peux vous dire sur Nouveil, et donc c'est en ligne depuis ce matin. M. Cotelon, merci beaucoup pour cette présentation et ce lancement de ce label. Pour conclure, comme tout à l'heure, un jeu de questions-réponses. Nous sommes là pour y répondre. Moi, sur les aspects un petit peu plus ministériels, mais vous avez la chance d'avoir ici 3 structures et la très bonne complémentarité affichée entre ces 3 structures et les 3 représentants de ces grandes structures. C'est un véritable label aussi, pour reprendre le même mot, de sécurité, et voilà, c'est pas un travail qui se mène seul dans un coin. Et la représentation qu'il y a sur cette table ronde est vraiment porteuse d'espoir pour mettre tous les établissements de l'île hors de la majorité des attaques triviales qui peuvent passer. Des attaques complexes, préparées, etc. restent toujours très difficiles à arrêter, mais les mesures et puis la très bonne concertation et la complémentarité des actions est un très grand gage d'assurance pour l'avenir. Des questions de votre côté? Oui. 1, 2. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette riche présentation. Shafik Mohamed, chef technologie. J'ai, on va dire, 3 petites questions rapides. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'on pourrait avoir des stats sur les cyberattaques qui ont touché les organisations réunionnaises? Parce qu'on a essentiellement les chiffres au niveau national, mais on n'a rien de précis au niveau de la Réunion. Deuxième question, c'est pourquoi il n'y a pas une représentation de l'ANSSI réellement sur l'île de la Réunion? On a vu le représentant qui nous a fait une petite vidéo super sympa, mais on a, dans la réalité des choses, on n'a aucune représentation réelle sur le terrain. Et ma dernière question, assez importante pour le représentant du ministère, mais aussi pour bien sûr les responsables de la filière santé. Est-ce qu'on peut nous éclairer sur le projet de loi sur le paiement possible des rançons qui a été adopté donc, au niveau du Sénat, parce que c'est actuellement très très flou, et surtout ça va à l'encontre en fait des préconisations de l'ANSSI justement. Donc si on peut avoir un éclairage sur ça, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Jamil, je peux peut-être te laisser répondre sur l'incidentologie sur le secteur ici, sur l'île. Bonjour à tous, je remplace Monsieur Cotelon qui a dû s'absenter pour en cause de rendez-vous. Sur l'accidentologie sur l'île, globalement, nous n'avons pas d'évolution ces 3 dernières années. Il existe des incidents qui ont touché à la fois le secteur sanitaire et médico-social. Nous avons eu également 1 ou 2 déclarations de la part de professionnels de santé libéraux, notamment dans le cadre d'une attaque qui a touché également la métropole, qui touchait, qui concernait plus précisément l'utilisation frauduleuse des ICPS des professionnels de santé, et on les sensibilise énormément, on leur demande de faire très attention à ne pas valider des accès ICPS parce que souvent, même en cas d'absence, leur secrétariat médical peut être amené à utiliser ces CPS pour faire des transferts, notamment vis-à-vis de l'assurance maladie. Voilà, essentiellement. Mais ça représente, au jour d'aujourd'hui, un peu moins de 10 incidents déclarés chaque année par les structures jusqu'à présent. Comme on le disait, les chiffres ne sont pas tout à fait exhaustifs. Nous avons conscience que certains incidents n'ont pas toujours été déclarés, ils n'ont pas notamment conscience de la mécanique de déclaration, et nous les sensibilisons de plus en plus sur cette obligation qui pèse, comme tu le signalais, maintenant également sur le secteur médico-social, qui a une obligation de déclaration de ces incidents vis-à-vis de la structure sanitaire, et cette déclaration
informe à la fois l'ARS, mais également le CERT Santé et le ministère de la Santé, les services dans lesquels travaille Patrice notamment, sur cet incident. Et sur les questions autour de l'ANSSI, alors l'ANSSI est présent indirectement parce que déjà la réglementation que pousse l'ANSSI, comme la directive Nice ou d'autres réglementations, s'appliquent à La Réunion comme dans n'importe quel département. Et il y a une équipe à l'ANSSI qui s'occupe de suivre, d'accompagner. Alors oui, forcément à distance, mais c'est vrai aussi pour la quasi-totalité des départements métropolitains. L'ANSSI reste, c'est vrai, une agence assez parisienne. Donc c'est au travers de ces relais. Le projet France Relance et les financements France Relance, plusieurs établissements ont pu en bénéficier. Le GHT peut en bénéficier. Donc c'est quand même une agence qui a une présence et un rôle tout à fait global, tout à fait national. La logistique, l'éloignement, la complexité à trouver quelqu'un qui pourrait gérer absolument tous les secteurs peuvent expliquer aussi pourquoi pour le moment il n'y a pas de personnes détachées sur l'île. Et puis il faut garder en tête que l'ANSSI, c'est une obligation entre guillemets d'intervention auprès de ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale et un soutien sur les collectivités territoriales. Après, tout le privé, c'est hors du champ de l'ANSSI. Donc voilà, le terrain d'action probablement nécessiterait d'être un petit peu plus vaste pour justifier l'implantation d'un représentant de l'ANSSI. Et puis pour la dernière question, mais toute la communauté cyber est opposée à cette initiative qui est venue de Bercy et qui en fait ouvre une porte à la possibilité qu'une entreprise soit remboursée par son assurance après avoir payé une rançon, ce qui est un pouce au crime complet. On n'a pas très bien compris par où c'était venu. Il se trouve que dans la réalité, beaucoup de PME, de TI payent les rançons parce qu'ils font assez vite le calcul avec leur assureur de ce que ça va leur coûter si ils doivent entièrement reconstruire le système et donc ne pas négocier avec le hacker, ou payer, négocier la rançon, et puis espérer avoir les clés de déchiffrement. Et il y a des assureurs qui font un peu le calcul en disant, finalement, entre les 500 000 ou millions d'euros de remédiation que vous m'annoncez et les 100 000 euros demandés par le hacker, on va peut-être discuter. Et il y a effectivement des cellules de négociation animées par des assureurs privés. Alors ça malheureusement, ça entretient terriblement le système. Alors que l'idée de Bercy, je pense que c'est de faire un peu le ménage dans tout ça. Mais le message n'était pas positif et a été mal compris. Il y a une grande opposition sur ce semblant de porte ouverte au remboursement d'une rançon payée. Une question? Un sujet passionnant. Vous n'avez pas peur de docteur Pierre Magnin? Avant la question de Pierre, je juste rajouter, on a quand même eu la chance d'avoir l'intervention de Moïse Moyal, qui est le premier délégué territorial qui aura donc une présence sur l'ensemble des territoires ultramarins au niveau ANSSI, et donc se rendra notamment dans ces territoires, aussi bien à La Réunion que dans les Antilles, pour représenter l'ANSSI et porter le message de l'ANSSI. C'est une première et il nous a dédié sa première intervention, et je l'en remercie d'ailleurs. Bonjour, Pierre Magnin, médecin. Je vais lire ma question, je l'ai rédigée, ce sera plus facile. Alors je me pose la question, est-ce que les enjeux de sécurité peuvent enfin permettre la prise de conscience des décideurs publics de la pertinence de rendre obligatoire les logiciels libres ou à minima l'accès au code source des logiciels en santé? Alors pour ceux qui ne sont pas au fait du sujet, le logiciel libre, c'est l'accès libre d'utilisation d'un outil en fait. Vous faites le parallèle par exemple avec les médicaments ou les traitements ou les protocoles. J'aime beaucoup la campagne qui a été faite là, Nouvelle. La liberté de lire le code source, c'est-à-dire que c'est comme si on mettait un médicament et qu'un médecin prescrivait un outil sans savoir exactement ce qu'il fait. Il y a quand même des effets indésirables, hein. On entend beaucoup parler sur les effets de bord. Et la liberté de modifier éventuellement, parce que j'entends beaucoup la question de la mise à jour, des patchs qui dépendent des logiciels, hein, des éditeurs. Et après, la possibilité de partager les modifications pour éventuellement éviter les effets de contamination. Donc je vous pose la question, voilà, au niveau national, plutôt, est-ce qu'on a enfin une prise de conscience que les logiciels libres sont potentiellement une solution, je ne dis pas la panacée, bien évidemment, hein, face à la cybersécurité, aux menaces en tout cas.
Mais la réponse n'est pas évidente parce que au-delà d'une prise en compte ou d'une orientation qui pourrait être donnée là-dessus, il y a d'abord pour toute la communauté SSI un grand amour pour le logiciel libre, parce que justement la communauté s'autoprotège. Les messageries instantanées qu'on utilise beaucoup, lorsqu'on essaie de convaincre une entreprise régalienne ou enfin qui a un rôle un peu sensible sur le territoire de sortir d'un WhatsApp ou d'un Telegram, c'est pour les amener sur Signal. Alors Signal, c'est pas français, mais c'est du logiciel libre. C'est une communauté qui met à jour depuis très longtemps l'OS de cette messagerie. Donc des systèmes de sonde également de détection conçus par l'ANSSI reposent sur des briques de logiciels libres et qui sont protégés finalement par le nombre d'utilisateurs qui les utilisent. Maintenant, ça c'est la vision des spécialistes, des experts ou des amoureux de la cyber, et puis la réalité des DSI et des directions générales, qui est d'aller vite vers des grands hébergeurs, des grands éditeurs, parce que le marché aujourd'hui va très très vite vers une externalisation, vers un recours très très fort à des prestataires extérieurs, à des éditeurs extérieurs. Il y a de moins en moins d'informatique développée en interne. Tout s'achète, tout s'héberge. Donc c'est cette lutte entre les deux tendances qui ne joue pas du tout au profit du logiciel libre pour le moment. Mais la guerre n'est jamais finie. Des actions réglementaires sont en gestation à Bruxelles pour venir durcir justement les conditions de commercialisation qui vont s'imposer aux éditeurs logiciels pour qu'ils arrêtent de livrer des logiciels remplis de failles. Et le logiciel libre, dans cette logique-là, c'est quelque chose qui devrait sortir, ça s'appelle le Cyber Resilience Act, ça devrait sortir en 2023, peut avoir une carte à jouer parce qu'il peut présenter d'autres formes de sécurité et de résilience. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bijard, merci à nos intervenants, Dr Descaques, Monsieur Calange, Monsieur Vaïd. Merci à tous pour vos interventions pertinentes et qui donnent toute la mesure de l'enjeu stratégique qui est porté ici sur le territoire sur les sujets de cyber.